écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Monikata. Bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Le Mali a gagné sa lutte contre les trachome. Cette victoire a donné lieu à une célébration hier à la faveur de la journée de la vue. C'était en présence du Premier ministre. Le Mali dans la capitale russe pour participer à la semaine de l'énergie qui s'ouvre aujourd'hui. La forte délégation est conduite par les ministres de l'économie et des finances. Environnement, la gestion des déchets biomédicaux avec Agibou Koulibaly en fin d'édition après la page sport animée par Aridou Matina. Le trachome n'est plus un problème de santé publique au Mali. La célébration de l'élimination de cette maladie a été couplée à celle de la journée de la vue. Celle-ci a vu la participation du personnel de la santé, des partenaires techniques et financiers et a enregistré la présence de hautes personnalités dont le Premier ministre chef du gouvernement. Le thème de la journée de la vue est « Aimons nos yeux ». Le compte rendu est signé Alousseni Touré. Tous ces progrès n'auraient jamais vu le jour sans l'acharnement et le don de soi du personnel de la santé dont les efforts ont contribué à juguler le phénomène. Ils ont tous eu droit à des reconnaissances de la part de l'État pour leurs efforts. La célébration de cette élimination du trachome est couplée à la Journée internationale de la vue. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Saluer tous ceux qui ont été de près ou de loin associés à ce recouvrement du bonheur pour des milliers de Maliens. Et c'est d'ailleurs ce qui explique le choix du thème au niveau national. Je cite, « Le Mali a éliminé le trachome en tant que problème de santé publique ». Il s'agit là de l'aboutissement et du couronnement d'immenses efforts du gouvernement et des partenaires du secteur. 29 126 964 doses d'azithromycine. Opérer 89 558 malades atteints de trichiasis trachomateux. Effectuer 512 469 diffusions sur le trachome à travers 78 radios communautaires de cette maladie. Désormais, les efforts sont centrés sur la stratégie de lutte contre toutes les maladies qui enlèvent la vue afin que la vue reste en vie. Actualité sur le continent. Les autorités américaines ont suspendu l'aide humanitaire au Niger qui s'élève à plus de 300 milliards de francs CFA. C'est là en raison du renversement du pouvoir le 26 juillet dernier. Les responsables de l'administration américaine expliquent que toutes les voies pour demander le retour à l'ordre constitutionnel ont été épuisées avec les autorités nigériennes. Au terme de la loi américaine, cela entraîne automatiquement la suspension de l'aide américaine au Niger. Le rétablissement de cette aide est conditionné au retour à l'ordre constitutionnel. Toujours au Niger, la troupe française a commencé son retrait hier. Selon les autorités nigériennes, il s'agit des opérations pour le départ du premier convoi terrestre en direction du Tchad sous escorte des forces de défense et de sécurité nigériennes. La même source indique que 3 vols spéciaux ont été enregistrés à l'aéroport de Niamey, 2 pour le départ de 97 éléments des forces spéciales et 1 consacré à la logistique. Le conflit israélo-palestinien fait des morts et d'importants dégâts matériels de part et d'autre. Le nouveau bilan officiel du côté des Palestiniens est de 1055 morts et 5184 blessés. L'information a été donnée par le ministre de la Santé. Du côté des Israéliens, le bilan est de 1200 morts et de 169 soldats tués. En Afghanistan, un autre séisme de magnitude de 6,3 a frappé ce matin l'ouest du pays. L'impact de ce nouveau tremblement de terre n'est pas encore connu. Aucun bilan pour le moment. Le premier séisme qui a eu lieu le samedi dernier a causé la mort de plus de 2000 personnes. Une
Une délégation conduite par les ministres de l'économie et des finances est arrivée hier à Moscou. Elle prend part à la semaine russe de l'énergie qui s'ouvre aujourd'hui. La semaine russe de l'énergie est un forum destiné à présenter le potentiel énergétique russe et à développer la coopération internationale dans le secteur de l'énergie. La délégation malienne est composée de 5 membres du gouvernement, de leurs collaborateurs ainsi que les présidents de 2 commissions du Conseil national de transition. Envoyé spécial à Moscou, Yaya Konati. Une délégation malienne de haut niveau dans la capitale russe, loin d'être inédite, la visite du jour vise à poser des jalons supplémentaires dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique existant désormais entre le Mali et la Fédération de Russie. La délégation malienne, avec à sa tête le ministre de l'économie et des finances, comprend, outre ses collègues de l'industrie et du commerce, des infrastructures et des transports, de l'énergie et de l'eau, des mines, leurs proches collaborateurs, ainsi que les présidents des commissions en charge du développement rural, de l'énergie et des mines du Conseil national de transition et d'autres personnalités. Cette importante délégation est donc invitée par les autorités russes à prendre part à la semaine russe de l'énergie qui se tient du 11 au 13 octobre 2023. Un rendez-vous destiné à présenter au monde entier le potentiel énergétique russe et à développer la coopération internationale dans le secteur de l'énergie, du pétrole au gaz en passant par l'électrique, le nucléaire, sans oublier les énergies renouvelables. Moscou dispose d'impressionnants atouts et le forum devrait débattre des perspectives de coopération énergétique entre la Russie et les grandes économies émergentes, mais aussi les pays africains dont le Mali. Mais au-delà des questions énergétiques, Bamako et Moscou ont à cœur d'explorer de nouvelles formes de partenariat dans plusieurs secteurs avec comme objectif la consolidation de la paix, de la stabilité et le développement de notre pays à travers un partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. De nouvelles annonces avaient d'ailleurs été faites dans ce cadre au cours du récent sommet Russie-Afrique tenu en juillet dernier à Saint-Pétersbourg. Il s'agira pour la délégation malienne, en marge de la semaine consacrée à l'énergie, d'œuvrer à la consolidation des acquis de Saint-Pétersbourg et au renforcement du partenariat existant à travers un certain nombre de rencontres inscrites à l'agenda de la délégation ministérielle. Moscou, Yaya Konate, Brima Koulibaly pour l'ORTM. Plus près de chez nous, Ouagadougou abrite depuis hier les travaux du colloque sur les 20 ans de politique agricole de l'UEMOA. Occasion pour les pays membres de l'organisation de faire le bilan de la politique agricole, d'analyser les obstacles constatés afin de tirer des enseignements. Hier déjà, le constat a été fait sur le contexte de mise en œuvre de la politique agricole qui se caractérise notamment par les multiples crises qui ont affecté tous les secteurs de l'agriculture. Envoyé spécial à Ouagadougou, Koumba Sissé. 8 pays qui partagent un destin commun se sont retrouvés à Ouagadougou pour parler des 20 ans de politique agricole de l'UEMOA. Une politique qui vise à booster le secteur de l'agriculture se fixe un triple objectif: contribuer à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au développement économique et social des États membres et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Après plus de 2 décennies de mise en œuvre de la PO, l'heure est au partage du bilan et à la réflexion sur les perspectives. Kako Numbupo, commissaire du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement d'Arène. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique agricole de l'Union, la Commission de l'UEMOA a opéré des réformes structurelles en se dotant d'instances politiques de haut niveau, d'instruments de financement, d'outils de production de connaissances, ainsi que des cadres de dialogue technique. Mamadou Serifo Diakité, représentant du président de la Commission de l'UEMOA. La finalité de ces rencontres est de faire le bilan de la mise en œuvre de la PO et de tracer les perspectives dans la dynamique d'une relecture et d'une mise en perspective de la nouvelle politique agricole de l'Union. Parmi les pays membres de l'organisation, le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont les plus affectés par l'insécurité alimentaire. Dans la zone UEMOA, le phénomène touche environ 12,5 millions de personnes en cette période de soudure. Boukari Sabadogo, représentant du ministre de l'Agriculture, des ressources halieutiques du Burkina Faso. La situation alimentaire et nutritionnelle des populations de mon pays ne cesse de se dégrader au cours de cette dernière décennie.
Et les dernières informations sont plus qu'alarmantes, avec plus de 3 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire pendant la période de soudure. Bala Keïta, directeur de la cellule de planification et de statistiques du secteur du développement rural du Mali. Et l'instrument phare que nous mettons en œuvre à partir de cette politique sur cette période, ça c'est les plans nationaux de réponse. Et le plan de réponse répond aujourd'hui de façon robuste à la prise en charge de l'insécurité alimentaire. Il est bon d'aller vers une nouvelle réflexion basée maintenant sur l'élaboration d'un plan stratégique au niveau de la recherche agricole, ce qui est déjà en gestation. La conférence inaugurale de ce colloque a été animée par Ibrahim Mayaki, envoyé spécial de l'Union africaine. Si nous n'accélérons pas la transformation de nos systèmes alimentaires, nous allons créer des situations de vulnérabilité en termes de gouvernance, en termes politiques, évidemment en termes économiques. Le deuxième point, c'est que l'optimalité de nos solutions en termes de développement se situe au niveau régional et pas au niveau national. Le niveau national doit aider le niveau régional à être le plus efficace possible. Plusieurs sous-thèmes seront abordés au cours de ces 3 jours de travaux. Il s'agit de la production et productivité au niveau des pays membres de l'Union, la construction du marché régional agricole, les soutiens publics à l'agriculture et les enjeux de la structuration des acteurs des chaînes de valeur. Ouagadougou, Koumba Sissé, Aruna Diara pour l'ORTM. À Mopti, la 29e édition des Journées citoyennes initiées par les chefs de l'exécutif régional s'est déroulée à la Direction régionale des productions et industries animales et à la Direction régionale des services vétérinaires. Au programme, la montée des couleurs, le rappel du sens de l'emblème national et la remise d'exemplaires du drapeau national. Boubacar Sankari. C'est la traditionnelle montée des couleurs qui donne le ton à cette 29e édition des Journées citoyennes tenues conjointement à la Direction régionale des productions et industries animales et la Direction régionale des services vétérinaires. Cette activité citoyenne, initiée par le gouverneur de la région de Mopti pour raffermir la fibre patriotique chez la jeune génération, est l'occasion d'expliquer aux participants les symboles de l'État, notamment l'emblème national. Yacouba Maïga, chargé de communication au gouvernorat de Mopti. La couleur verte représente l'agriculture, l'espérance. Elle symbolise l'espoir plein de promesses. Quant à la couleur or représente les produits du sous-sol, la fortune et symbolise également la foi et l'idéal. S'agissant de la couleur rouge, elle veut dire que nous sommes prêts à verser le sang pour la souveraineté. Le chef de l'exécutif régional a félicité les différents acteurs pour leur assiduité à ces rendez-vous. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de Mopti. Votre dévouement, votre engagement, votre participation, votre contribution de taille, un jour nous allons sortir de cette crise. Et de manière transversale, que vous transmettez à vos hommes qui sont sur le terrain, sous vos leaderships, sous vos mentorats, nos vives félicitations et nos encouragements pour continuer le combat au profit de la patrie et pour le succès des armes du Mali. Cette 29e édition des Journées citoyennes a été aussi marquée par la remise d'une centaine de drapeaux aux établissements scolaires de l'Académie d'enseignement de Mopti par l'ONG GRADEP. Mopti, Boubacar Sankaré et Tchakalia Traoré pour l'ORTM. Sport, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire approche à grands pas. L'avant-goût de la compétition démarre demain jeudi avec les tirages au sort des groupes. Ceci devrait permettre aux 24 nations qualifiées de connaître leurs adversaires de poule. Par ailleurs, les Aigles sont en regroupement au pays depuis quelques jours suite à la fenêtre FIFA. L'équipe nationale va mettre à profit cette période pour livrer des rencontres amicales internationales contre l'Ouganda ce vendredi à Bamako et contre l'Arabie Saoudite le mardi prochain au Portugal. Les résumés de l'actualité sportive avec Ari Djumatina.
Au compte de la fenêtre FIFA, les Aigles vont affronter l'Ouganda et l'Arabie Saoudite, deux styles différents, ce qui permettra au sélectionneur national, Éric Sékouchel, de jauger davantage le niveau de son équipe avant les échéances à venir, à savoir les éliminatoires de la Coupe du Monde qui débutent au mois de novembre et surtout la phase finale de la CAN 2023 prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Par rapport aux deux rencontres amicales internationales, les Aigles accueillent les Greens d'Ouganda ce vendredi à 19h au stade du 26 mars. Et le mardi 17 octobre, ils vont jouer au Portugal contre l'Arabie Saoudite. Hier mardi matin et soir, l'équipe nationale a effectué sa première véritable séance d'entraînement, c'était au stade du 26 mars. 24 joueurs parmi les 27 convoqués étaient présents à l'entraînement du soir. Yves Bissouma et Moussa Djenepo, légèrement touchés, n'ont pas participé à la séance d'entraînement collectif. Idem pour le défenseur du Sporting Braga Sikou Niakate qui a été ménagé pour cause de blessures. Le milieu de terrain Cheikh-Oumar Doucouré déclare définitivement forfait pour cause de blessures. Seulement deux joueurs étaient encore attendus. Il s'agit du milieu de terrain de Wolverhampton, Boubacar Traoré qui est arrivé hier soir et le capitaine Amari Traoré qui arrive ce mercredi. Parlons de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. L'événement approche à grands pas. Demain jeudi aura lieu le tirage au sort, un avant-goût de la compétition. Ainsi, ce tirage décidera du sort des 24 équipes qualifiées. Et c'est le parc des expositions d'Abidjan, l'un des lieux emblématiques en Côte d'Ivoire, qui sera le théâtre de cette cérémonie grandiose, prévue demain jeudi à 19h. Plusieurs légendes du football africain sont invitées pour l'événement. Déjà, la Confédération africaine de football a constitué les différents chapeaux. Les 24 équipes ont été classées en fonction de leur classement FIFA dans 4 chapeaux, comprenant chacun 6 équipes. Au niveau du chapeau 1, en plus du pays hôte, la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal champion d'Afrique en titre, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie. Le chapeau 2 regroupe le Nigeria, le Mali, le Ghana, le Burkina Faso, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Dans le chapeau 3, nous avons la RD Congo, le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, la Mauritanie et la Guinée équatoriale. Et le chapeau 4 est composé de la Guinée-Bissau, de l'Angola, de la Tanzanie, de la Namibie, du Mozambique et de la Gambie. Le tirage au sort est une étape cruciale pour le lancement de la CAN 2023, car il déterminera la composition des 6 groupes pour la compétition. La CAN débutera le 13 janvier 2024 et se jouera dans 5 villes. À Abidjan, il y aura 2 stades, à savoir le stade Félix Houphouët-Boigny, communément appelé Félicia, et le stade Alassane Dramane Ouattara de Bimbe. Puis Bouaké, San Pedro, Yamoussoukro et Korogo. Véritable vedette de cette CAN, la mascotte de la compétition Akwaba, qui signifie bienvenue en baoulé, est déjà représentée dans toutes les villes. Chronique de l'environnement. Les déchets biomédicaux et leur gestion, c'est dans la chronique environnement d'aujourd'hui. Pourquoi sont-ils si dangereux pour la sécurité publique et environnementale? Réponse avec Agibou Koulibaly. Dans notre société, les soins de santé sont essentiels à notre bien-être, mais ils génèrent également une quantité importante de déchets. Les déchets biomédicaux ou déchets médicaux sont une catégorie particulière de déchets. Moussa Ag Hama, sous-directeur en charge de l'hygiène publique à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Les déchets biomédicaux, qui sont aussi appelés des déchets médicaux ou des déchets de soins de santé, diffèrent des autres types de déchets en raison de leur nature potentiellement dangereuse. C'est des déchets qui proviennent d'établissements de santé tels que les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires, etc. et peuvent contenir des agents pathogènes comme des bactéries, des virus, des champignons et aussi des produits chimiques potentiellement nocifs. En raison donc de leur nature infectieuse, ces déchets peuvent entraîner des infections graves s'ils ne sont pas correctement gérés et c'est cela qui les distingue des autres déchets que nous appelons déchets assimilables aux déchets ménagers ou déchets ordinaires. Ibrahima Mariko, ingénieur sanitaire en santé environnementale, spécialité santé-sécurité au travail. Ces déchets-là sont des déchets qui sont généralement issus des activités de soins dans les établissements de santé. Donc, ils présentent des risques spécifiques pour la santé de l'homme et de son environnement. Étant donné que ça présente des risques spécifiques, c'est pourquoi ils ont un traitement aussi spécifique. Ces risques spécifiques sont liés surtout
surtout aux risques infectieux qui accompagnent ces déchets. Parmi ces déchets aussi, il y a des déchets spéciaux. Donc ça demande un traitement spécifique. La gestion appropriée de ces déchets biomédicaux est cruciale pour la santé publique et la protection de notre environnement. Ibrahima Mariko, ingénieur sanitaire en santé environnementale, spécialité santé-sécurité au travail. Le dispositif qui entre en jeu dans le traitement de ces déchets est tout aussi différent aussi que des autres dispositifs pour les déchets ordinaires. Voilà, c'est ce qui fait un peu le côté critique pour l'environnement. Parce que si ces déchets ne sont pas gérés rationnellement comme ça se doit suivant les différentes procédures, ça peut avoir des impacts directs sur la santé humaine ou et sur l'environnement qui peut encore affecter la santé de l'être humain. Moussa Aga-Hama, sous-directeur en charge de l'hygiène publique à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. La gestion appropriée est donc cruciale pour plusieurs raisons. D'abord, une mauvaise gestion de ces déchets peut entraîner la propagation d'infections et de maladies, donc mettant ainsi en danger la santé publique. Certains de ces déchets contiennent des produits chimiques qui peuvent contaminer les sols et les eaux souterraines. Donc, s'ils ne sont pas éliminés de façon correcte. C'est pour toutes ces raisons d'ailleurs qu'il y a des procédures pour encadrer la gestion de ces déchets pour minimiser les risques pour la santé et l'environnement. Donc, leur gestion adéquate est essentielle pour protéger la sécurité publique en évitant la propagation des maladies et en préservant l'environnement contre la contamination. Selon nos interlocuteurs, il est donc impératif que les établissements de santé, les laboratoires et les cliniques médicales adoptent des procédures rigoureuses de collecte, de traitement et d'élimination des déchets biomédicaux. Merci Agibou Koulibaly. Fin de cette édition, une présentation de Tenemba Mounekata, mise en onde assurée par Alimata Ouattara, mise en ligne par Marcel Tessogué, réalisation Adam Maïga, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.